Mesdames et messieurs, chers toutes et tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Merci d'avoir bravé à la fois le soleil et le premier jour des vacances pour être ici. Ça ne devait pas être facile pour tout le monde, mais pour nous, ça compte beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est donc les 5 ans. On célèbre les 5 ans d'existence de l'Institut Rousseau. Et depuis 5 ans, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien. Et puis, c'est aussi pour vous, pour nous, en fait, pour la collectivité des citoyens que nous sommes, que l'Institut Rousseau existe et qu'il est une force de proposition. Et alors cette journée est l'occasion pour nous de vous remercier pour votre soutien, pour les dons nombreux qui nous sont parvenus au cours des dernières années, pour les adhésions, en vous offrant une série de conférences sur des thèmes qui nous sont chers à l'Institut Rousseau. Et je pense particulièrement aujourd'hui à cette phrase de Pierre Bourdieu qui disait « À chaque fois que le peuple se coupe des intellectuels, et vice-versa, les deux finissent toujours par y perdre. » Alors à un moment où on est aujourd'hui dans l'histoire en train de remettre en cause la science, la pensée, je pense que c'est particulièrement utile d'avoir des lieux, comme on a essayé de faire avec l'Institut Rousseau, des lieux de discussion, des lieux de proposition, des lieux aussi où on s'est fixé comme mode d'action, comme principe, depuis le départ de l'Institut, que si on soulève des problèmes, on essaye aussi d'y apporter des solutions. On peut se tromper, bien sûr, mais on essaye au moins d'apporter des propositions concrètes, et c'est ça qui a nourri l'action de l'Institut au cours des dernières années. Alors, il y a 5 ans, quand on s'est réunis avec un groupe qui, à l'époque, faisait à peine une petite vingtaine d'irréductibles gaulois, on n'imaginait pas forcément que l'Institut prendrait cette ampleur, avec aujourd'hui plus de 1500 membres, avec des travaux. On a publié plus de 200 travaux qui, au cours des 5 dernières années, qui ont réuni plus de 400 contributeurs et contributrices. On a fait des propositions qui ont marqué l'espace public, notamment des rapports pour le Parlement européen sur le financement de la transition écologique en France et en Europe, sur les dangers qui étaient représentés à la fois par les actifs fossiles dans les bilans bancaires, mais aussi par les cryptos, avant que Musk et Trump en fassent un nouveau terrain de jeu et de spéculation, comme vous l'avez vu. On a fait des propositions sur l'indépendance, la souveraineté numérique, sur le droit d'amendement citoyen, la réforme des institutions, avant même que leur crise ne soit manifeste. Et on a travaillé avec beaucoup de partenaires, avec Bloom sur la protection des océans, avec Quota Climat, où on a rédigé une proposition de loi pour garantir une information plus juste dans les médias, notamment sur les questions écologiques et éviter la désinformation. On a fait aussi des travaux sur la garantie à l'emploi vert. Bref, je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup, et puis j'ose espérer que nombreux sont ceux parmi vous qui les connaissent, des maisons de santé à la sécurité sociale de l'alimentation, des questions d'immigration dont on va reparler tout à l'heure, et surtout d'intégration, des questions d'organisation de la police, des questions aussi pour réfléchir sur ce qu'est notre modèle social. Et on l'a fait toujours avec cette idée, ce leitmotiv, qui est pour nous la reconstruction écologique, sociale et républicaine. Et alors pourquoi on est très attaché à ce terme de reconstruction ? C'est parce qu'il renvoie à 3 dimensions qui sont importantes pour nous. La première, c'est que on ne peut reconstruire une société que si on sait vers où on veut aller. Vous connaissez tous l'expression « il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Et bien là, c'est pareil. Il faut avoir une idée, pas seulement dénoncer les excès du capitalisme financiarisé, le mauvais fonctionnement des institutions, mais il faut aussi avoir une idée de ce vers quoi on veut aller, de la société qu'on veut, de son fonctionnement. Et ça appelle une dimension transversale. Ça appelle à la fois à réfléchir à ces institutions, à son mode de financement, à ses modes de financement, publics et privés, à la société dont on rêve et à la question aussi de la place de l'homme dans tout cela, la question de la dignité humaine. Et on a travaillé, par exemple, beaucoup à l'Institut Rousseau sur la question du temps,
du temps libéré, la question de la dignité dans l'emploi, la question de la reconversion, de l'accompagnement des personnes qui sont aujourd'hui des points fondamentaux. Et je crois que l'une des forces de l'Institut, c'est d'avoir réussi à articuler ces différentes dimensions. Dans le monde où on est aujourd'hui, si on sépare les combats écologiques, les combats économiques, si on sépare le social et le politique et l'institutionnel, eh bien, on risque de se tromper de combat. Il faut créer des ponts. Il faut avoir une pensée articulée autour de tous ces sujets. Et c'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle. Ensuite, la reconstruction, ça évoque aussi les pensées, bien sûr, en France, de la déconstruction. C'est-à-dire comment on interroge les modèles, les dogmes, les idées reçues qui ont marqué les 40 dernières années. Parce qu'il ne faut pas se tromper. On nous parle en permanence d'agilité, on nous parle en permanence d'évolution, d'adaptabilité, mais finalement, le capitalisme financiarisé, il a instauré beaucoup de règles qui n'évoluent pas, beaucoup de règles qui tournent à son profit et qui ont soustrait à la décision collective, à la délibération collective, des champs essentiels de l'action publique. Dans mes travaux, je parle beaucoup des questions de monnaie, par exemple. Les questions de monnaie, aujourd'hui, personne, ni les parlementaires, ni les citoyens n'ont leur mot à dire sur ces questions-là. Et ce n'est pas les seuls domaines. Bien sûr, les règles budgétaires, mais aussi la prolifération des agences indépendantes qui ne doivent relever de personne à part d'une expertise technique supposée qui en fait consiste à appliquer des dogmes souvent pensés il y a des décennies et qui aujourd'hui non seulement nous empêchent d'agir, mais nous empêchent même d'imaginer comment on pourrait agir. Et ça, c'est la mort de la pensée et donc il faut déconstruire ça et reconstruire autour d'autres idées, et notamment autour d'une idée qui nous est chère, et on n'est pas les seuls, bien sûr, l'idée et la notion de bien commun. Et puis enfin, la reconstruction, elle nous renvoie au défi majeur du XXIe siècle, la reconstruction écologique. Parce que la question qui nous est posée, et qui va être le grand défi de notre génération, c'est de savoir si on peut continuer à habiter une planète sans la détruire, sans détruire notre environnement et sans compromettre nos chances de survie sur cette planète. Et donc, on a besoin d'une véritable reconstruction écologique. Et là, on l'emploie notamment avec l'idée qu'après la guerre, après 1945, et je pense qu'on en reparlera dans la table ronde qui va suivre, on a eu un effort de volonté pour faire des grands plans de reconstruction, pour avoir des chantiers ambitieux, mettre en place la sécurité sociale, etc., alors même que le pays était dévasté, alors même que l'État était très endetté. Et pourtant, on a fait ces chantiers qui nous ont propulsés vers l'avant. On n'a pas eu froid aux yeux. Et aujourd'hui, on a trop souvent froid aux yeux, alors même qu'on affronte un défi existentiel. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupé à l'Institut Rousseau et qu'on va continuer à creuser et qui nous a beaucoup occupé, non pas pour faire des synthèses, des propositions sans âme, sans corps, mais au contraire vraiment pour essayer de bâtir un socle programmatique, des références communes, des combats communs. Et je pense que de ce point de vue-là, on a plutôt bien réussi. On a conserver bien sûr notre indépendance vis-à-vis des partis, vis-à-vis des instituts, des institutions privées, des grandes entreprises privées, mais on a réussi à parler avec beaucoup de gens et à instaurer un certain nombre d'idées qui sont utiles pour l'avenir. Voilà. Donc ça, j'en suis plutôt fier. Je repense aussi avec un peu d'émotion à tout ce parcours, à tout ce travail et à tout ce qu'on a réussi à faire. Et puis aussi parce que l'Institut, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre. Il y a beaucoup de personnes qui ont lancé des projets, qui se sont rencontrés dans les rangs de l'Institut, qui ont ensuite lancé des initiatives. Et ça, c'est très très important pour nous. Et donc je remercie tous ceux qui ont adhéré, tous ceux qui ont fait vivre l'Institut,
l'équipe opérationnelle aujourd'hui de l'Institut qui est d'une qualité exceptionnelle et vraiment merci les amis et ceux qui ont participé bien sûr aux travaux de l'Institut au cours des dernières années. N'hésitez pas à continuer à nous soutenir parce que si on a un savoir-faire, il faut bien avouer que parfois on a encore du mal sur le faire savoir. Ça, il faut nous aider parce que on sait penser, on sait faire des propositions, on ne sait pas toujours bien les diffuser. Et on a besoin de votre soutien, de vos relais, de votre implication pour que ça, ce qu'on propose, qui est souvent très riche, moi on me fait souvent la réflexion, mais c'est incroyable ce que vous faites quand on se plonge dans ce que vous avez fait, mais pourquoi on n'en entend pas plus parler ? Voilà, il faut nous aider à faire ça. Voilà. Donc vous l'avez compris, ces 5 dernières années ont été bien remplies. Aujourd'hui, moi je suis très fier de ce qu'on a fait et je suis très fier aussi qu'aujourd'hui on vous propose différentes conférences qui vont faire intervenir les membres de l'équipe de l'Institut qui ne sont pas toujours très visibles mais qui ont tellement plus de choses à dire que les éditoriocrates de plateau télé qu'on entend à longueur de journée. Donc c'est aussi un hommage à la pensée et non pas aux fast thinkers dont on vous abreuve et dont on nous abreuve chaque jour. Voilà, donc merci infiniment pour votre présence et je voudrais remercier aussi particulièrement Émilie Laurie pour l'organisation de cette journée qui a été d'un savoir-faire et d'une aide très précieuse. Voilà, je ne vais pas être plus long et je vous propose qu'on passe tout de suite à la table ronde. Merci. Merci Nicolas, ça fait toujours plaisir de se faire applaudir par une salle remplie de personnes. Ce qu'on a voulu faire, et je rejoins ce que tu étais en train de dire, je le résume très rapidement, mais ce qu'on veut faire pour cette conférence en particulier, c'est d'essayer de présenter une trame de l'évolution de nos sociétés, une analyse du basculement que l'on connaît vers une pensée réactionnaire et libertarienne. Donc surtout, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut penser autrement, et c'est pour ça que j'invite nos 2 intervenantes à nous rejoindre sur la scène, afin que je puisse vous présenter. Alors, on a 2 intervenantes. Venez, installez-vous. Alors, on a Elsa et Valérie qui sont là aujourd'hui. Mathieu Gramont, malheureusement, n'est pas là. Problème de train, donc on essaye de faire écologique, mais ça ne fonctionne pas toujours, malheureusement. Elsa, vous êtes directrice d'Ashoka France, une ONG internationale, je pense, qui est assez connue, qui aide de nombreux acteurs sociaux et qui soutient particulièrement le développement de l'ESS. Vous avez travaillé dans des grandes entreprises. Vous avez une activité de journaliste engagée, notamment en faveur de l'environnement. Et riche de cette expérience, votre regard nous est précieux aujourd'hui pour venir expliquer le détail des mutations que j'évoquais à l'instant. Valérie, vous avez un parcours très riche également. Vous avez travaillé à l'Assemblée, en cabinet ministériel, à la Commission européenne, chez WWF France. C'est bien ça. Vous avez fondé et dirigé aujourd'hui Green Lobby. Et Green Lobby, c'est un cabinet de conseil qui aide les entreprises engagées et les associations à influencer les décideurs politiques pour faire évoluer les législations. Donc ça vous donne, j'imagine, une vision assez précise de ce backlash écologique que nous connaissons aujourd'hui et dont Nicolas parlait juste à l'instant. Donc je vous propose de vous laisser la parole à vous en premier pour nous donner votre avis sur cette présentation qui a été faite. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là cet après-midi avec vous. On parlait à l'instant avec Elsa d'obsession. Moi, mon obsession, tout au long de ma carrière, ça a été le lobbying. Le lobbying dans ce qui peut avoir de plus influent aujourd'hui, et on le voit dans sa partie la plus radicale, en tout cas, qu'on n'ait jamais connue depuis 30 ans, et le lobby d'intérêt général, dont je voudrais vous parler et auquel je crois, et qui n'est pas si loin de nous en termes de résultats. Donc moi, effectivement, il y a 30 ans, j'ai fait des études d'économie de l'environnement, je suis aussi juriste de l'environnement, j'ai travaillé des années au Parlement à essayer d'écrire les lois de la transition. Pourquoi c'est important, les lois ?
c'est un peu ce qui est possible de faire dans la société. Les lois, c'est ce qui est interdit, ce qu'on finance, là où on met fin à la prime au vice. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, c'est la prime au vice. Et que l'économie s'est construite sans le capital naturel et sans le capital humain, à une époque où ça se justifiait. Et aujourd'hui, l'économie du capital ne compte pas ce qui a de la valeur. Donc je me suis, j'ai affronté les puissances un peu des lobbyistes, qui pour moi n'étaient pas très clairs au départ quand j'ai démarré à l'Assemblée nationale. J'étais dans l'opposition, tout était un peu normal que les lois n'aboutissent pas. Et puis j'ai évolué, je suis restée près de 8 ans. Donc dans la majorité, qui était la majorité plurielle sous le gouvernement Jospin, les lois n'évoluaient pas, en tout cas pas au bon rythme. Alors quand on travaille des années comme attaché parlementaire ou collaborateur de groupe uniquement sur ces questions-là, on en veut beaucoup au gouvernement en se disant que c'est eux, c'est à cause d'eux et que les interministériels sont toujours négatives. Donc j'ai très envie de travailler effectivement au service de deux ministres de l'Environnement, qui étaient des ministres écolos de l'époque. Et là, je suis rentrée un peu plus en profondeur sur pourquoi Bercy, Matignon, les transports, l'agriculture. Il y a toujours quelqu'un qui dit que ça coûte trop cher, qui ne compte pas les externalités positives, négatives, parce qu'il faut toujours prouver tout ça. Et voilà. Bon. Après cette séquence-là, effectivement, l'Union européenne, la plupart du droit, il est issu de l'Union européenne. Donc on se dit que quand même, et c'était les prémices du Green Deal, qu'on est en train aujourd'hui d'essayer de mettre par terre. Donc beaucoup de choses se passent à l'échelon européen. Mais là aussi, il y a quand même des blocages. En réalité, les blocages politiques, c'est le reflet du rapport de force économique. Et là, je commençais à le toucher du doigt de manière plus concrète. J'ai passé quelques temps à diriger le service environnement à la ville de Paris. L'échelon local est essentiel, mais effectivement est quand même très limité tant qu'on n'a pas construit les grandes lois du champ des possibles pour accélérer ou rendre possible économiquement toutes les grandes lois de la transition énergétique, agricole, etc. J'ai effectivement été au WWF où je pensais là que je pourrais vraiment faire du lobbying positif. Et en réalité, les ONG font un travail remarquable, mais sont très limités. Pourquoi ? Parce que les acteurs économiques sont absolument essentiels. Et c'est là où je veux en venir. J'ai passé 6 ans au sein d'une multinationale pour réellement comprendre de l'intérieur pourquoi les lois ne bougeaient pas, même quand, en toute rationalité économique, ils y voient intérêt. Donc, j'ai répondu à une petite annonce d'une grande multinationale qui voulait développer le marché des isolants thermiques. Bon, voilà, je me suis dit, c'est intéressant, c'est pas de la RSE. Là, on touche vraiment à la stratégie de la boîte. Et en l'occurrence, pour vendre plus d'isolants thermiques, c'était une boîte... en tout cas, c'était le marché français qu'il voulait développer. Et la modification législative de la réglementation thermique qui s'aligne sur celle de l'Allemagne, elle était indispensable et elle était rationnelle économiquement. Et j'ai essayé de le vendre au COMEX. Alors le COMEX allemand, il a trouvé ça plutôt innovant. Donc il m'a embauché, moi qui représentais réellement le diable pour cette grande multinationale. J'étais juste la sorcière. J'aurais proposé aussi de faire des partenariats avec les bailleurs sociaux. Ce qu'on a fait plutôt bien pour utiliser les produits et aussi les services. Donc ça coûte pas plus cher. Tout le monde était d'accord, y compris les familles pas du tout écolo. Ça marche pas. C'est parce que je m'approche pas. Ah voilà. Tout de suite. D'accord. Tout de suite. Merci Elsa. Et là, j'ai vraiment touché du doigt comment les COMEX, l'interdépendance en fait du MEDEF et de ces grandes multinationales qui en réalité font la loi. La loi, elle est très très majoritairement, quasi exclusivement faite, enfin très majoritairement on va dire, parce qu'on obtient quand même des victoires, trop peu, faite par ces grandes multinationales qui sont dans une interdépendance et de leur modèle d'affaires et de leur gouvernance. Alors une fois qu'on a compris ça, ça veut dire concrètement qu'ils ont une vision commune qui est anti-loi, c'est assez simple à comprendre, et comme ça, ils ne se chamaillent pas. Et même quand c'est leur intérêt de faire modifier la loi,
par exemple cette boîte qui vendait des isolants thermiques et des produits de la construction durable, eh bien ils ne le font pas, par solidarité, parce que dans leur actionnariat, il y a des Américains pour financer les fonds de pension, c'est ce qu'on vit en ce moment et c'est pour ça qu'ils sont si forts, mais il y a aussi Total, Areva, donc la sobriété énergétique, Exit, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont jamais cette attitude de prendre les devants, d'avoir un coup d'avance, de travailler leur marque employeur, etc. Bon. Donc j'ai changé de sujet et j'ai quand même obtenu de leur faire prendre part à un lobby pour l'interdiction des sacs de caisse, parce qu'il y avait des signaux faibles, parce que voilà. Et j'ai vu à cette occasion comment fonctionnaient les cabinets de lobbying un peu traditionnels. Je ne sais pas si vous avez vu le film Goliath, mais je vous encourage à le voir. C'est exactement ce que j'ai vécu. Voilà. Moi, j'avais mon Pierre Ninet, nettement moins sympathique. Et donc, l'efficacité est absolument redoutable. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, on se dit, bon, bah, très bien. Donc, moi, en sortant de ça, j'ai fondé un contre-lobbying, donc Green Lobby, qui s'occupe exclusivement des associations, des collectifs, des PME et des ETI, qui ne sont pas assez politisés, c'est bien le problème, politisés au sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment devenir, il ne s'agit pas d'être pour ou contre un camp, il s'agit de devenir, de se mêler de politique, sinon c'est elle qui s'occupe de toi. Et en l'occurrence, c'est un ravage économique auquel on est en train d'assister en ce moment. Et c'est certainement la carte à jouer, puisque c'est une poignée en fait d'entreprises, alors aujourd'hui américaines, qui est en train de ravager le Green Deal, qui est juste un peu notre avantage compétitif. Le Green Deal, c'est nos conquis sociaux et environnementaux. Donc ça ne concerne pas uniquement la destruction des entreprises qui essaient de mieux faire, c'est aussi toutes nos entreprises, parce qu'au jeu de la concurrence déloyale et du dumping social et environnemental, la Chine et Bangladesh, ils sont toujours plus forts que nous en Europe. Donc mobiliser les entreprises européennes et en faire une armée de DG qui se désolidarisent des entreprises du MEDEF qui à 90%, même quand ce n'est pas leur intérêt à moyen terme, mais comme ils sont tenus par les Américains, avec les fonds de pension, avec cette solidarité et ce système, nous aussi, il faut qu'on soit solidaires. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. C'est pas si facile parce que le monde de l'impact est en fait assez jeune, qu'entre la Startup Nation, moi j'aide tout le monde, donc j'aide les startups, j'aide les collectifs et j'aide les assos. Et j'essaie de les faire s'entendre sur une vision du monde et ça marche. En fait, je peux vous donner 2 exemples et ça marche quand les entreprises sont là. Ça marche d'autant plus quand les entreprises sont là. Parce que si on prend les exemples un petit peu récents, le Green Deal, j'en ai parlé et on sait bien pourquoi c'est compliqué. Donc il y a quand même des initiatives, mais il faudrait muscler ça et faire venir dans le tour de table là, des entreprises moyennes, ETI, qui touchent du doigt que quand même ça va très très mal se passer pour elles, sinon dans les prochaines décennies, enfin même dans les prochaines années. On a l'exemple de la fast fashion où on a eu un peu des allers-retours de gains grâce à l'opinion publique parce qu'on a moins d'argent, les lobbies de l'impact, mais on a pour nous l'opinion publique, l'indignation populaire, et on est très très nombreux. Moi je ne crois pas du tout qu'il y ait une droitisation de la population en Europe et en France. Il y a juste des gens qui effectivement n'ont pas envie de se faire avoir et de payer parce que les ultra riches, voilà, donc c'est une question sociale avant tout qu'il faut avancer. Il faut de la justice et de l'écologie, elle viendra et les gens sont bien conscients de ça. Donc en réalité sur des sujets précis, quand on rentre dans la double boîte noire de la fabrique de la loi et du lobbying, qui est ultra mafieux, opaque, etc., et qu'il faudrait rendre effectivement plus éthique, c'est en marche, eh bien on arrive à faire des choses. Donc sur la fast fashion, on a quand même inscrit à l'ordre du jour. Bon, le lobby d'en face, il se crispe. Il se crispe d'autant plus que ça devient dangereux et qu'on peut obtenir des choses. Moi, c'est ça le côté
positif que je vois en 30 ans sur une grande tendance. Et on a Christophe Castaner, voilà, qui est le lobbyiste de Chine et qui a repoussé l'ordre du jour au Sénat et puis qui a raboté effectivement. Voilà, donc c'est pas une victoire en soi, mais on en obtient quand même sur des sujets plus limités. Je vous donne un exemple qui est l'affichage environnemental. Beaucoup d'assauts, Planet Score, enfin beaucoup d'assauts s'étaient mobilisés et on n'arrivait à rien. C'est des gens qu'on accompagne, on accompagne une centaine de structures, hein, dont eux. Et on a été chercher un collectif d'industriels qui veut effectivement cet affichage alimentaire, hein, sur les produits bio, locaux, enfin tous ceux qui essaient de faire mieux. Et effectivement, ça coûte un peu plus cher. Et on a sorti une étude consommateur qui montrait que quand on consomme moins, mieux, autrement, on peut mettre un petit peu plus d'argent dans le bio. Quand on consomme moins de viande, moins de produits indus, moins d'eau en bouteille, etc. Tout ça est prouvé maintenant. Et donc, on a réussi, avec ce collectif d'industriels, à être crédible vis-à-vis de Bercy et de Matignon. Et on a obtenu des choses. Vous voyez, c'est vraiment cette recette magique. C'est ça, le lobby d'intérêt général qu'on voudrait lancer dans cette même salle où je vous invite le 25 juin, avec le plus d'entrepreneurs possible, avec bien sûr la société civile, avec bien sûr les corps intermédiaires qui aujourd'hui sont dans l'impuissance parce qu'à force qu'on leur colle constamment des cabinets de conseil qu'on paie à prix d'or pour leur expliquer des choses absolument médiocres. Voilà, ils ont perdu leur confiance. Mais en tout cas, voilà, il y a à faire aujourd'hui alliance et à se servir de l'opinion publique avec des grandes campagnes. Moi, je connais des publicitaires. Bon, il faut trouver, je ne dis pas que c'est simple, hein, mais en tout cas, c'est cette séquence-là de politisation et de ne pas se laisser impressionner par des lobbies qui nous manipulent, qui sont dans la culture du doute, qui utilisent des techniques qu'il faut absolument condamner. Il faut rendre visible le nous contre eux et y aller et pas se chamailler sur les détails et porter une vision commune. Voilà. Ça a été un peu long. Je rebondis dans le même sens. Non, mais c'est super. Merci beaucoup d'avoir introduit cette plénière de cette manière-là, parce qu'effectivement, on a beaucoup de points communs, même si je pense qu'il faut utiliser les techniques massives aujourd'hui qui sont du côté obscur de la force pour le côté lumineux. Inspirons-nous plutôt de ce qu'ils font justement, mais changeons le contenu. Déjà, premièrement, je voulais vous souhaiter un très très bon anniversaire, cher Institut Rousseau. 5 ans, ça passe vite. En même temps, c'est quand même 5 années un peu de chien, hein, ces derniers temps. On est d'accord plutôt sur les derniers mois qui nous lient. Et j'avais envie que sur cette plénière d'ouverture, on puisse aussi se fixer des grands objectifs pour les 5 prochaines années, parce qu'elles vont être assez importantes, ça ne vous aura pas échappé, vu le contexte. Donc, je suis Elsa Dacosta et j'ai la chance de diriger la branche française d'une ONG internationale qui s'appelle Ashoka. Ashoka, c'est un terme sanskrit qui veut dire résilience, mais qui est aussi l'histoire formidable d'un mercenaire indien, un roi, un dignitaire indien qui était complètement frappadingue, un peu comme beaucoup de personnes qui nous gouvernent aujourd'hui, assez sanguinaire, et qui un jour a eu son épiphanie personnelle et il s'est dit « bon sang, mais c'est bien sûr, il faut que j'arrête comme ça de trucider les gens, ça ne sert à rien ». Au contraire, ça instaure un climat de défiance permanente et ça ne me permet pas de développer économiquement mon propre territoire. Et il est devenu l'homme le meilleur du monde, avec une bonté incroyable, et il a contribué à faire en sorte que son territoire devienne un territoire d'expérimentation, et donc quelque part les prémices d'une forme d'innovation sociale et politique à cet endroit-là. Donc cette organisation, qu'est-ce qu'elle fait? Un peu à l'instar justement de ce personnage, elle identifie, elle finance, elle accompagne ce qu'on appelle des entrepreneurs sociaux. Je m'arrête 2 secondes parce que souvent quand je dis ce terme, tout le monde dit c'est un oxymore, c'est pas possible, on peut pas être entrepreneur et en même temps faire du social.
Moi, j'ai la fâcheuse conviction de me dire qu'en fait, ça ne devrait pas être un oxymore. Un entrepreneur devrait toujours avoir en tête une part de social dans la mise en place de sa mission. Donc aujourd'hui, cette organisation internationale qui existe depuis 43 ans et qui est présente dans près de 90 pays du monde, elle fédère un réseau d'entrepreneurs sociaux de plus de 4000 hommes et femmes qui passent leur vie à transformer la nôtre à bas bruit. Et c'est là que je vous rejoins tous les deux sur cette invisibilisation de nos sujets. Alors, évidemment, cette dimension sociale, elle fait qu'aujourd'hui, Ashoka a notamment en France 84 innovateurs sociaux dans sa communauté, je dirais, mais a aussi une vocation, au-delà d'être philanthrope, donc de les soutenir, de les accompagner tout au long de leur vie, tout au long du fait qu'ils restent en fait à la tête de leur innovation sociale, a aussi une partie programmatique. Parce qu'effectivement, nous produisons, nous déployons des programmes pour la jeunesse, pour faire en sorte de déployer la vision qui est propre à Ashoka, qui est une vision de tout le monde est acteur de changement et pas uniquement les entrepreneurs sociaux. Et pour cela, il est important aussi de redonner confiance à cette jeunesse et pas simplement à force de grande industrialisation du mentorat, mais au contraire d'être dans une position qui ne va pas relativiser les préoccupations des jeunesses qui sont bien différentes des nôtres. Donc je suis particulièrement ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que effectivement, je m'en suis ouverte en coulisses tout à l'heure, j'ai des obsessions. Donc je vais avoir besoin de vous pour essayer de régler ces obsessions, ou qu'elles deviennent peut-être que je vous contamine et qu'elles deviennent les vôtres, même si je suis sûre que si vous venez un premier jour de vacances, un samedi à l'Académie du Climat, vous avez, comme moi, beaucoup d'obsessions et je vous remercie par ailleurs. Effectivement, moi j'ai cette obsession depuis que je dirige Ashoka maintenant, et ça fait un peu plus de 4 ans, de l'intérêt général. Voilà, l'intérêt général, il est convoqué partout, dans les discours politiques, on en a parlé tout à l'heure, dans les mobilisations sociales, dans les campagnes de crowdfunding, dans des événements comme celui d'aujourd'hui. Et pour autant, ça ne vous a pas échappé, on a quand même du mal à le faire, je dirais, bouger la pulpe du fond, comme à une certaine époque, pour justement qu'il infuse encore plus dans les politiques. Donc j'aimerais bien, aujourd'hui, quand on parle de donner un siège dans les conseils d'administration des entreprises à la nature, moi j'aimerais qu'on donne un siège à l'intérêt général qui de toute façon embrasse aussi notre préoccupation vis-à-vis de la nature. Donc est-ce que vous êtes posé la question de savoir à quel endroit vous aviez-vous trouvé une définition à peu près probante de l'intérêt général, à votre avis? Est-ce que quelqu'un dans la salle a dit « Si, moi je sais, j'ai lu le Larousse, page 283 ». Vous avez déjà vu une définition probante de l'intérêt général? Moi, j'ai cherché, j'en ai trouvé une. L'article 238 bis du Code des impôts. Ouais. Alors, au début, maintenant je souris, effectivement, mais je souris presque d'ironie. Parce que je me dis, c'est quand même assez intéressant de se dire que la seule manière qu'on a aujourd'hui de définir l'intérêt général de manière assez efficiente, et je sais qu'il y a quelques philanthropes dans la salle qui partagent aussi mon point de vue, c'est au prisme de la fiscalité. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, très clairement, je vais faire en sorte que l'intérêt général ne soit vu qu'au prisme d'une défiscalisation. Voilà. Une réduction fiscale, alors que ça devrait être une boussole, un moteur, et pas uniquement l'obtention d'un rescrit fiscal à destination de ceux qui le financent, pas de ceux qui le font. Parce qu'on est là aussi en train de poser une question quand même de fond, de se dire à quel endroit ça marche. Donc cette obsession, je l'ai depuis 4 ans et demi, où je me lève, je me dis c'est quand même pas possible. Est-ce que ça pourrait pas être... je ne sais pas s'il y a des constitutionnalistes dans la salle, mais je me dis, mais en fait, est-ce qu'à un moment donné, ça peut pas être dans le préambule de la Constitution, l'intérêt général, en fait, quoi, qu'on soit vraiment tous raccords, que ce soit notre commun qui soit celui-là, en fait. Avant même de prôner des collectifs, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur un commun. Personnellement, quand j'ai fait des sports collectifs, on aimait tous individuellement le handball, avant même de vouloir jouer ensemble. Donc la question, ça va être de se dire quelle définition on met dans le commun pour redéfinir cet intérêt général, d'autant plus que tous les défis explosent, vous l'avez bien saisi, et ils sont de plus en plus interconnectés. Donc on ne peut plus maintenant se saisir que d'une partie de la photographie, il faut la regarder systématiquement dans sa globalité. Donc l'importance pour moi, elle est vraiment là, et je suis inspirée pour ça par les 84 fellows Ashoka français qui ne font qu'une seule chose, des R&D de politique publique.
Alors je pourrais vous citer Marie Trélucane avec Unicité, qui est à l'origine de l'inspiration du service civique, qui a bien failli voir sa petite mort arriver récemment dans le projet de loi de finances. Je pourrais vous parler aussi de Saïd Amouche avec Mosaïque RH, qui travaille d'arrache-pied pour faire en sorte que la diversité fasse partie intégrante des politiques de recrutement en fait, des entreprises en France. Ça, c'est extrêmement important aussi. On pourrait parler de Bloom, que tu citais justement dans ton introduction, qui milite pour justement revoir complètement de fond en comble cette pêche massive avec les chalutiers, ou pareil, l'association VRAC de Boris Tavernier, devenu maintenant député, qui a milité pour la sécurité sociale alimentaire. Ce sont tous ces gens-là, tous les jours, avec qui j'ai la chance, l'immense bonheur de pouvoir discuter, parfois pleurer un peu, je ne vous cache pas, mais on pleure aussi souvent de rire en se disant qu'on a tant à faire et que le chemin est très long. Mais pour justement déployer cette idée de se dire soyons tous d'accord sur qu'est-ce qu'on met derrière l'intérêt général, eh ben, j'ai une seconde obsession. Je vous ai dit, je suis venue avec plein d'obsessions aujourd'hui. Ma seconde obsession, c'est comment on arrive à déployer en France une culture de l'engagement, une normalisation de l'engagement, et pas une héroïsation permanente, d'être un saint ou un martyr quand on décide d'être dans l'engagement en France. Moi, ça me pose un problème. Ça me pose d'autant plus un problème quand certaines icônes de l'engagement, d'un seul coup, tombent de leur piédestal. Et en fait, malheureusement, elles ont un impact majeur sur l'ensemble du tissu qui faisait l'intérêt général en France. Je ne nommerai personne, mais vous voyez très bien à qui je fais allusion, mais je pourrais faire allusion aussi à Nicolas Hulot par ailleurs. Il y a énormément, malheureusement, d'exemples. Ce n'est pas uniquement que dans le cinéma que les choses se passent. Alors, pourquoi j'ai envie de déployer cette culture de l'engagement ? Parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose qui m'énerve prodigieusement. 430 000. 430 000, c'est le nombre de délégués de classe par an en France. 430 000. Vos enfants, vos petits-enfants, vos cousins, les enfants de vos voisins. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment qu'être délégué de classe, c'est valorisé dans un parcours scolaire aujourd'hui ? Oui, non ? Alors, pour Parcoursup, moi je parle d'un gamin de 12 ans en 6e qui décide d'être délégué de classe. S'il faut attendre Parcoursup pour que ce soit valorisé, c'est quand même dommage pour notre société, hein, on est d'accord. Pareil, conseiller municipal junior. Est-ce que dans la salle, certains de vos enfants ou petits-enfants ou des gens que vous connaissez ont déjà prétendu à devenir conseiller municipal junior dans une ville ? Voilà, moi à chaque fois j'ai la double, c'est dommage, j'ai des délégués de classe et en plus des conseillers municipaux juniors. Eh ben, je peux vous dire que ma fille, elle avait le seum, comme on dit quand elle est rentrée, parce qu'elle m'a dit, en fait, maman, j'ai fait une campagne, j'ai fait un programme, et en fait, j'ai eu un pins et une trousse. Voilà. Après, il ne faut pas s'étonner que nos enfants ils aient du mal à aller voter, hein, quand ils voient que quand on les implique, quand eux-mêmes décident d'y aller dès le plus jeune âge, ça ne fonctionne pas. Donc moi, j'ai cette obsession-là aussi d'être en capacité en France de développer cette culture de l'engagement pour que ce soit une normalisation, pour qu'on n'ait plus à faire des rendez-vous comme celui-là. Donc en fait, on trouve ça normal que ce soit valable, que ce soit non seulement mentionné sur Parcoursup, monsieur, mais que ce soit dès l'entrée dans la vie active, qu'on puisse avoir du mécénat de compétences et qu'on n'attende pas d'être en fin de carrière pour pouvoir prétendre à faire du mécénat de compétences quand on est en entreprise. Que ce soit perçu comme étant un outil de formation dans l'entreprise pour justement qu'elle puisse s'hybrider de plus en plus et faire en sorte que tout le monde puisse infuser cette culture de l'intérêt général. Et puis ma dernière obsession, parce que j'en ai 5, mais je vais vous laisser débattre parce que je pense que ça va être intéressant pour nous aussi d'être nourris de vos réactions, c'est le financement de l'intérêt général en France. On en a parlé là. Hein. On est dans un moment économique extrêmement rude pour l'intérêt général. Vous en entendez peut-être parler aux informations, pas suffisamment à mon goût. En étant administratrice du Centre français des fonds et des fondations, je peux vous dire que Bercy cherche de l'argent, surtout dans le financement de l'intérêt général. Ce qui est quand même assez, là pour le coup, c'est assez ubuesque et assez antithétique de se dire que notre propre ministre des Finances cherche de l'argent à cet endroit-là. Moi, je trouve que ce n'est pas acceptable parce que l'économie sociale et solidaire, certains d'entre vous le savent très bien, c'est 10% du PIB en France, c'est 14% de l'emploi privé et c'est près de 2,6 millions en fait, d'emplois en France. Donc ce n'est pas un petit secteur. Et encore, c'est très minoré par rapport à ce que ça génère en termes d'impact indirect sur justement la lutte contre la polarisation, le maintien justement de cet intérêt général. Ce n'est pas un secteur à part. Donc je ne voudrais pas qu'en fait l'intérêt général, les acteurs de cet intérêt général, passent leur temps
à passer pour des contrebandiers de la solidarité quand ils sont en train de réfléchir à leur propre modèle économique. Donc il y a un sujet de fond, je pense, à initier pour nous, à sortir des modèles traditionnels, à arrêter de parler d'hybridation en permanence. Je trouve ça dommageable qu'une association monte une entreprise pour pouvoir faire de la prestation de services, pour alimenter la structure mère qui est son association aujourd'hui en France. Moi, je prône pour qu'en fait l'ensemble des entreprises et des organisations françaises puissent, d'une manière ou d'une autre, contribuer et qu'elles aient dans leur mission une partie qui soit dévolue directement au soutien de l'intérêt général, qui regrouperait justement les problématiques écologiques, mais surtout la lutte contre les inégalités sociales qui n'ont malheureusement pas attendu le réchauffement climatique pour exister, mais qui vont être de plus en plus exacerbées du fait justement de ce qui nous arrive sur la planète. Et dernier point, et j'arrêterai là Nicolas, dernier point, pour tout ça il nous faut évidemment des récits. Vous en parliez très justement, il faut qu'on communique. Tu en parlais aussi Nicolas en disant parlez de nous, parlez de nous. Alors évidemment on a tous envie qu'on parle de nous, enfin nous, j'entends le grand nous, hein, pas moi à titre personnel, même si j'ai mon petit ego aussi et que ça fait toujours plaisir, mais peu importe. C'est extrêmement important aussi qu'on se dise que pour normaliser ce récit, il faut avoir un Netflix de l'innovation sociale. Il faut qu'on ait notre endroit où on communique régulièrement. Il faut presque, non pas qu'il y ait un quota climat, mais qu'il y ait un quota innovation sociale. Parce que dans le quota innovation sociale ou dans le quota intérêt général, où on regardera dans l'espace médiatique, dans le réel, le nombre de fois où on est capable de mentionner l'intérêt général, de plus en plus, ça deviendra une normalisation de ces actions-là. Et pour ça, je vous renvoie à un super bouquin qui s'appelle Ecotopia, qui a été écrit en 1972 et qui comporte, c'est évidemment une utopie, et qui comporte tout ce qu'il faut pour un programme politique digne de ce nom, justement, qui mettrait le commun au cœur de nos préoccupations. Donc vraiment, c'est le point que je voulais partager avec vous, c'est ça. Mes 4 obsessions, ce sont celles-ci. 1, l'intérêt général. 2, la culture de l'engagement. 3, la financiarisation, le financement de l'intérêt général. Trouver, hybrider des modèles économiques à cet endroit-là. Et 4, les récits. Faire en sorte qu'on puisse demain avoir une normalisation de la manière dont on décide d'appréhender ces sujets-là. Parce qu'à titre personnel, j'ai rien trouvé de mieux à faire que me lever tous les matins pour faire en sorte que tout le monde se sente à sa place et à sa juste place. Voilà. Merci beaucoup Elsa, merci beaucoup Valérie. Alors vraiment déjà, merci pour votre présence aujourd'hui. Moi je suis vraiment ravi non seulement de vous entendre, mais aussi d'avoir votre point de vue, vos expériences qui sont particulièrement concrètes, appliquées. Et puis je retiens aussi 2 choses qui vont faire écho un peu à des choses que je veux dire également. Valérie, tu as parlé de cette espèce d'inertie qu'il peut y avoir dans les entreprises, mais aussi dans les institutions. C'est vrai qu'il y a un problème en effet où, comme on disait, on prône l'agilité, l'adaptabilité, mais on a des institutions ou des entreprises qui ne bougent pas, qui bougent, mais souvent trop lentement et qui ont intérêt à défendre une certaine manière de faire qui est habituelle sans vouloir changer. Moi, je le vois particulièrement dans le domaine des institutions publiques, des institutions budgétaires, monétaires, de l'État, que je connais particulièrement bien. Elsa, tu as aussi parlé de la question de l'engagement. Et alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment aussi au cœur de nos réflexions et qu'on va continuer de pousser. Et notamment, alors vous verrez, je le dis à tout le monde, il y a une librairie, pas loin, où il y a un certain nombre de livres. Et notamment, il y a un livre qu'on avait écrit avec, et dans lequel vous aviez participé d'ailleurs, qui s'appelle « Réveiller la démocratie » et qu'on avait écrit Institut Rousseau et Observatoire de l'éthique publique. On a fait beaucoup de propositions. Je pense notamment au droit d'amendement citoyen, Beverley pourra en parler, à d'autres propositions. Moi, j'avais eu envie d'écrire sur un point dans ce livre qui était sur l'éducation citoyenne tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Après tout, il y avait deux philosophes que j'aime beaucoup, Edgar Morin et Régis Debray, qui à une époque avaient fait une proposition
en disant, après le bac ou à un moment dans la formation, après le lycée, il faudrait instaurer une année propédeutique de culture générale pour tout le monde. Pour dire justement qu'à un moment, le savoir, et c'est aussi l'idéal des Lumières, de l'humanisme, qu'à un moment, le savoir, il ne doit pas être compartimenté. Il faut accorder à chacun la possibilité d'avoir une vision large du monde, d'avoir des connaissances, de s'interroger sur différentes dimensions de l'action publique et pas d'être dans un monde ultra spécialisé. Ça, je crois que pour penser l'avenir de l'action politique et pour penser l'avenir de l'engagement, il faut qu'on aille au-delà de tout ce que tu as dit et que vraiment je souscris sur la présence de l'intérêt général, au-delà d'un simple rescrit fiscal, on est d'accord qu'il faut que ça soit mieux reconnu. Je fais une parenthèse d'ailleurs, mais on me tend la perche pour la faire. Aujourd'hui en France, il n'y a pas de financement public institué, par exemple des think tanks, des laboratoires d'idées. Il y a une enveloppe de 7 millions d'euros et cette enveloppe est à la discrétion complète du cabinet du Premier ministre. Voilà. Nous, on a demandé un petit financement. On nous a dit non. On a demandé pourquoi, on ne nous a pas répondu. Peut-être parce qu'on dérangeait. Alors que sont financées des officines dont vous n'avez jamais entendu parler, qui n'ont même pas de site internet et qui ont eu pour seule vertu d'être probablement les copains à un moment de tel ou tel qui a la main sur cette enveloppe. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est encore moins normal dans un pays comme la France, qui est le pays des idées. Et là, on est même en retard par rapport à nos voisins, par rapport aux Italiens, aux Allemands. En Allemagne, il y a un financement public des think tanks. Aujourd'hui, il n'y a pas. Ça aussi, c'est quelque chose qui manque par rapport à l'intérêt général. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de votre soutien réellement, parce qu'on n'a pas le financement public qui devrait normalement aller de pair avec ça. Je referme la parenthèse et je vais essayer de faire vite, mais moi je voulais être peut-être un peu moins dans le concret et peut-être prendre aussi un peu plus de recul historique sur la période qu'on est en train de vivre. Moi je pense qu'on a eu toute une période, je le disais un peu dans mon discours introductif, après la Seconde Guerre mondiale, où on a eu une époque de volontarisme. On a réussi à mettre en place des choses dans un contexte qui était très difficile. On ne s'est pas dit à ce moment-là, on sort la dette publique de la France, on sort de la guerre, et de 180% du PIB. On ne se dit pas, non, excusez, il y a les critères de Maastricht, on ne va pas mettre en place la sécurité sociale, on ne va pas faire les plans monnaie de reconstruction. Non, on n'a pas fait ça, on a fait preuve de volontarisme. On n'a jamais autant investi que pendant les 30 Glorieuses. On investissait, le taux d'investissement public pendant les 30 Glorieuses était de 8% du PIB et aujourd'hui, il est de moins de 1% du PIB. Et pourtant, vous savez quoi ? La dette publique n'a jamais autant diminué que pendant cette période des 30 Glorieuses. On commence à un moment, elle est à 180% du PIB. En 1974, elle est inférieure à 20% du PIB. Et on n'a jamais autant investi. Et justement, on a réduit la dette parce qu'on n'a jamais autant investi. Et depuis qu'on a dit non, ça suffit, il faut sortir des mécanismes de type circuit du Trésor, des avances de la Banque centrale à l'État, etc., eh bien la dette publique, et il faut mettre tout ça sur les marchés, bien sûr, parce que les marchés vont nous discipliner, parce que ça va couper la tentation de faire de la démagogie et de la dépense publique. Et bien, la dette publique n'a jamais autant progressé. Et paradoxalement, on n'a jamais aussi peu investi. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Et le pire, c'est qu'on continue aujourd'hui d'accompagner ça. Juste une anecdote. Vous savez que dans les murs de la Bundesbank à Francfort, il y a une fresque qui représente le Faust II de Goethe. Et on voit une scène où il y a l'empereur du Saint-Empire romain qui se plaint, qui dit j'ai pas assez de monnaie, j'aimerais avoir plus d'argent, je peux pas faire ce que je veux. Et là, on voit le diable, Méphistophélès, qui vient lui glisser dans l'oreille mais vous n'avez pas assez d'argent, je peux vous en créer, je vais vous en créer.
Et donc on a cette idée que la création monétaire, l'emploi du budget, c'est le diable en fait. Faire preuve de volontarisme public, c'est le diable. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est associé au diable. Et donc ça irrigue nos imaginaires et l'imaginaire des institutions. Et donc oui, on a un véritable problème de financement, ça je suis tout à fait d'accord. Et ce financement, en plus, c'est doublement problématique parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire on va financer nos services publics, on va financer ce qu'on doit aider, mais c'est parce que la puissance de la France, c'était le moment où elle élaborait des grands plans entre le public et le privé, autour d'idées partagées, autour d'une vision commune, et c'est tout ça qu'on a perdu. C'est tout ça qu'on a perdu. Et donc il y a un moment dans notre histoire où on est passé des visionnaires, de ceux qui avaient une vision de l'avenir, aux gestionnaires, aux petits comptables, à ceux qui ont désespéré finalement de pouvoir une action publique. Et moi qui suis haut fonctionnaire, je le vois partout. Je le vois partout, dans l'État, chez mes collègues, dans les institutions, dans l'ADEME, dans l'OFB, qui par ailleurs en plus se font attaquer aujourd'hui comme jamais, où on remet en cause leur action. Il y a une désespérance, il y a l'idée de se dire mais tout ça n'a plus de sens. On ne nous donne pas les moyens, on ne peut pas faire ce pourquoi on a eu envie de s'engager au service de l'intérêt général. Et tout ça, ça crée une désespérance qui n'est pas digne de notre histoire et pas digne de notre pensée. Et donc moi, je veux qu'on sorte de ces logiques d'impuissance. Et je vois particulièrement 3 domaines pour essayer d'en sortir. Je vais essayer de ne pas faire tomber tous mes papiers. Mais parmi ces 3 domaines, il y en a un premier qui est essentiel et qui est aussi au cœur de nos travaux, c'est la question de la légitimité des décisions publiques. On ne peut plus rester dans un modèle où trop de décisions essentielles pour la collectivité échappent à la délibération collective. Un bien commun, par définition, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'une réflexion large. Ce n'est pas seulement l'État, c'est l'État, la société civile, c'est les entreprises, c'est les associations, c'est ça. Je reprends un de mes exemples favoris, bien sûr, j'ai écrit sur ce sujet beaucoup, mais sur la question de la monnaie. Eh bien, nos ancêtres du Conseil national de la résistance, je pense que c'est un texte que tout le monde devrait relire aujourd'hui, le programme du CNR, parfois pour avancer, il faut regarder dans le rétroviseur, eh bien il disait il faut un parlement du crédit et de la monnaie. C'est pas possible que ça soit... C'est un peu comme où on dit que la guerre, c'est une chose trop sérieuse pour être laissée aux militaires. Eh bien moi, je pense que la monnaie, c'est une chose beaucoup trop sérieuse pour être laissée à des financiers indépendants qui n'ont de compte à rendre à personne. C'est pas possible. La monnaie, c'est notre bien commun à tous. Et c'est à nous de décider des règles pour en gérer. Et c'est pareil sur les questions de budget, c'est pareil sur les questions d'aide d'État. Pourquoi tous ces dogmes? Pourquoi toutes ces interdictions? Pourquoi aujourd'hui on se dit qu'on ne peut pas aider plus certaines entreprises, des entrepreneurs sociaux que tu représentes, chère Elsa, et avec qui tu travailles tous les jours, Valérie? Pourquoi on ne peut pas choisir ce qui est bien pour notre société? Eh bien parce que une partie de la réponse, c'est qu'on n'a plus les canaux légitimes pour le faire. Par exemple, la Banque centrale, elle a un principe de neutralité monétaire. C'est un peu compliqué, mais elle ne peut pas différencier, quand elle rachète des titres, par exemple d'entreprises privées, entre des entreprises plutôt vertes, plutôt ou sociales, et des entreprises polluantes ou complètement antisociales. Et elle ne peut pas le faire, pourquoi ? Parce qu'elle a un principe de neutralité monétaire qui débouche lui-même du principe de libre concurrence qu'on a inscrit au plus haut point dans les traités. Et quand on a ça, eh bien du coup, elle fait quoi ? Eh bien, elle achète en fonction de la structure de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Et quand on achète en fonction de la structure de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, on contribue à la pérenniser, à la reproduire, et non pas à la modifier.
Et alors quand on dit à la BCE, pourquoi vous ne faites pas un changement, pourquoi vous ne décidez pas d'aller vers plus de vert, vers plus de social, on dit on ne peut pas. On ne peut pas favoriser un tel plus qu'un autre. Il y a le principe de liberté de concurrence d'une part, et puis il y a aussi le fait qu'on n'a pas la légitimité pour le faire. On n'est pas élu, on est une instance indépendante. Donc au nom de quoi, nous, on aurait le droit de choisir? Donc vous voyez comment, c'est qu'un exemple, on pourrait faire la même chose sur les aides d'État, sur plein de choses. Tout a contribué à créer une impuissance collective. Et cette impuissance collective, moi je suis persuadé que les citoyens la ressentent très fortement, en ont marre et sont prêts parfois, à tort, à se tourner vers des personnes, vers des partis qui vont promettre de montrer un visage différent, d'agir, quitte à agir n'importe comment. On en a un bel exemple de l'autre côté de l'Atlantique aujourd'hui. Mais voilà, au moins ça donne l'illusion d'une action, ça donne l'illusion que quelque chose peut véritablement changer. Et ça, c'est en partie aussi de la faute des institutions qu'on a construites. Donc, pour se sauver, il faut réintroduire de la décision collective et de la légitimité collective pour nos décisions. Un autre facteur, c'est il faut rétablir, j'en parlais aussi dans mon discours introductif, il faut réintroduire comme boussole, comme guide, une idée de la dignité humaine, une idée de ce que doit être une véritable vie digne aujourd'hui en termes de temps de travail, en termes de lieu de vie, en termes de conditions de représentation, en termes d'environnement dans lequel on vit, en termes de structure de participation collective. Tout ça doit guider aussi notre action. Et c'est ce que tu disais, on ne se pose plus cette question de ce qu'est l'intérêt général d'une part, mais on ne se pose plus aussi cette question qui était chère aux Lumières et à la pensée humaniste, de ce qu'est la dignité humaine. Et ça nous manque beaucoup dans l'action aujourd'hui. Donc c'est aussi avec ça qu'il faut réessayer de réenchanter la politique et l'action publique. Et puis je terminerai en disant que dans le camp progressiste, on va dire au sens large, il faut aussi qu'on mette nos pratiques en phase avec nos convictions. Je crois de plus en plus qu'il faut inventer de nouveaux modes de représentation, de nouveaux modes de participation publique. Les think tanks, le mouvement social y participent, les entreprises engagées, parce que la forme parti ne répond peut-être plus tout à fait aujourd'hui aux besoins d'une société plus éclairée, parfois plus engagée. Mais pourtant, il faut aussi trouver, et vous l'avez dit, des leviers pour s'unir. Parce qu'en face, on voit ce que fait aujourd'hui le projet Stérin, par exemple, mais on voit plus largement. En face, il y a en effet un rouleau compresseur qui est uni, qui fait une chambre d'écho, qui se renvoie la balle, qui essaye. Et nous, on a encore du mal à le faire. Donc, il faut qu'on arrive à structurer ça. Moi, je ne sais pas aujourd'hui où sont les grands soutiens dont on pourrait bénéficier pour avoir un projet Périclès de gauche. Mais il faudrait peut-être essayer de le trouver et de développer ça, parce que, en effet, on est encore trop dans nos silos et ça nous pose problème. Voilà. Je ne vais pas être plus long pour qu'on puisse échanger avec vous et qu'on puisse répondre à vos questions. Merci beaucoup aux intervenants. Et Émilie, je te redonne la parole. Et il y a quelques semaines, l'entreprise qui s'était mise à fabriquer des masques sanitaires a fermé. Ce qui fait que la prochaine fois, on va à nouveau courir partout quand il y aura besoin de masques sanitaires pour tout le monde, pour tous les pays, et la concurrence entre pays. Là où je veux en venir, c'est que dans le système économique où nous vivons, seuls les besoins solvables sont susceptibles d'être résolus. Et il n'y a pas de mécanisme de reconnaissance, il me semble, des dépenses qui ne sont pas rentables et qui sont indispensables, qu'il s'agisse d'investissements pour la transition écologique ou qu'il s'agisse de production, de sécurité.
C'est-à-dire que dans un monde ancien, on aurait créé un atelier national, je recule vraiment beaucoup, qui aurait été mis en sommeil et qui aurait été capable en 10 jours de se remettre en production. Voilà, donc je voulais signaler à propos du Parlement et du crédit qui n'existe pas, mais ce serait un beau sujet que de faire la liste des investissements ou des productions qui ne sont pas rentables et qui sont cependant vitales pour l'intérêt général dont on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté. Vous avez raison sur un point particulier, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que ça va aussi être un des thèmes de la table ronde économie sur la question de la comptabilité environnementale. Aujourd'hui, on ne compte pas ou on compte mal tout ce qui touche justement à l'environnement, à l'intérêt général, au social. Et non seulement on compte mal, mais on n'a pas de mode de financement spécifique pour ça. Dans nos travaux aussi sur la dette, sur la monnaie, on fait le constat que finalement l'acte de la création monétaire par le crédit, ça répond nécessairement à des objectifs de rentabilité et de capacité à rembourser, ce qui n'est pas adapté. Donc la dette est un mode de financement par définition de ce qui est rentable, et ce n'est pas adapté à tout ce qui n'est pas rentable. Alors vous me direz, bien sûr, on a l'impôt, mais ça ne suffit pas toujours, et on le voit aujourd'hui avec la disparition des financements pour les parcs naturels, pour la protection des zones humides, pour les zones maritimes protégées. C'est ce qu'on fait avec Bloom notamment. Et donc là aussi, il faut inventer de nouveaux modes de financement, une nouvelle façon de penser l'économie pour justement permettre l'épanouissement de ces fonctions essentielles pour la société qui n'ont pas de rentabilité propre. Je sais pas. Merci monsieur, vous avez évidemment raison, vous pointez les masques, mais on pourrait trouver énormément d'autres secteurs d'activité. Et évidemment, Nicolas, tu as raison qu'on est tellement colonisé en termes d'esprit par des logiques capitalistes et de comptabilité capitaliste qu'effectivement, on ne voit la rentabilité que de manière très court-termiste en fait. Et il y a très peu, et ça aussi c'est un appel que je fais, alors je ne sais pas comment on pourrait l'imaginer, mais les sciences sociales, malheureusement, se sont très très peu intéressées de manière longitudinale aux apports que peuvent faire l'innovation sociale à un instant 1 pour voir 10 ans après qu'est-ce qui se passe sur des populations en fait. Je vous donne un exemple qui est hyper intéressant parce que je pense que la fin de l'étude va arriver bientôt, c'est ce qui se passe en Allemagne. Ils ont mis en place le fameux revenu minimum universel dans un certain Länder avec une population type et ils ont fait évidemment l'expérience témoin du même échantillon qui n'allait pas bénéficier de ce revenu minimum universel. C'est une étude qui a duré 10 ans pour être en capacité de pouvoir dire si oui ou non il fallait justement implémenter ce revenu minimum universel. Donc ça, voilà, ça existe, mais c'est toujours de manière très sporadique pour justement pouvoir mettre en place des vraies logiques de politique sociale. Et moi, c'est pareil, ça, alors pardon, je vous enquiquine avec mes obsessions, mais la rentabilité. Mais c'est quoi la rentabilité au XXIe siècle en fait ? Quand on voit tout ce qui se passe, il y a un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas se réveiller le matin en se disant mais évidemment qu'il faut qu'il y ait des activités qui soutiennent le tissu économique. Mais il y en a d'autres, leur job, c'est pas de soutenir le tissu économique. Leur job, c'est de soutenir le tissu social. C'est d'être là quand il y a effectivement une urgence et qu'on ne soit pas à chaque fois toujours tiraillé entre l'impact direct et indirect, entre la logique préventive et la logique curative. En fait, c'est juste une question de jauge pour les activités, c'est-à-dire à quel pourcentage moi j'accepte de faire du court terme et du long terme, et mon job, ma place, comme la biodiversité. C'est-à-dire, chaque élément dans l'environnement a son propre rôle, sa propre place. Donc j'appelle déjà à ce que les sciences sociales soient plus implémentées justement dans le cadre de l'innovation sociale, parce que ça nous aiderait, nous, à avoir des arguments vis-à-vis de la politique en place pour pouvoir dire, mais quand on vous dit qu'en fait on gagne de l'argent, je prends un exemple, un dernier exemple. Le réseau Ecohabitat, Franck Billot, qui travaille à la rénovation des publics, des bâtiments des publics en très grande précarité énergétique. Quand il avance le budget des travaux et qu'après il se fait rembourser par justement l'État, il va dans des foyers qui ne sont plus visités par leur propre voisinage, tellement ces gens ont honte. Tu parlais de Vidigne, tellement ces gens ont honte de l'habitat dans lequel ils vivent, dont ils sont propriétaires de passoires énergétiques.
J'y suis allée, j'ai visité. On ne ressort pas pareil, je vous assure, quand on voit la grande misère française à 60 km de Paris, à Compiègne. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand Franck Billot va à cet endroit-là, lui, il arrive en mode « je vais éliminer une passoire énergétique », donc en termes de rentabilité pour l'État, la consommation, etc., c'est super. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il regarde monsieur et madame Hulot droit dans les yeux, il va chez eux, et ces gens-là, ils se sentent regardés, parce qu'on peut ignorer tellement fort une personne qu'elle finit par douter de sa propre vie, sa propre existence. Donc derrière, il se passe quoi? Il se passe que madame Hulot se met à rechercher du travail, que monsieur Hulot, finalement, décide d'aller au conseil municipal et faire partie d'une liste. Et il y a une redynamique de citoyenneté qui se crée, tout ça parce qu'il y a un innovateur social qui est venu. Donc en termes d'impact indirect sur la société, c'est majeur. Et là, je vous donne un exemple, mais il y en a, je ne sais pas combien d'autres qu'on pourrait citer comme ça. Donc le sujet, c'est essayer de mesurer ces aspects-là qui ne sont pas forcément dans des tableaux Excel. Oui, mais il faut aussi prendre le risque de mettre des sciences sociales qui vont pouvoir, d'un point de vue long terme, mesurer en fait ces impacts-là. Non, moi je partage tout ce qui a été dit. Moi j'irais même encore plus loin parce qu'on se retrouve dans une situation où on fait, tous ceux qui travaillent à la justice et à l'écologie, des listes ou des justifications des externalités positives de tous les bénéfices du lien social ou de la coopération, etc. Donc moi j'aurais presque envie, je me plonge avec avec les 10 personnes de Green Lobby, on met 6 mois à examiner la loi de finances chaque année, qui est juste une aberration en termes d'utilité. C'est-à-dire que la majorité de l'argent va aux grandes entreprises sans du tout conditionnement, ce qui les rend extrêmement fragiles en fait, alors qu'on citait l'exemple de Bloom, c'est vraiment l'exemple où on a des chalutiers qui détruisent en fait les conditions de l'activité de la très grande partie de la pêche artisanale et de notre indépendance alimentaire. Et tout ça n'est pas compté. Donc une loi de finances qui en fait dise voilà, on a des ressources qui sont limitées. Il faut qu'on tienne nos conditions de survie. Et il y a la question, au-dessus de tout, pour que ce soit accepté, de la justice, de la répartition du capital naturel et des territoires. Et c'est cette loi-là, en fait, qu'il faut faire adopter. Et c'est au monde d'avant, ou enfin celui qui aujourd'hui, voilà, comme une bête très très attaquée, se défend avec grande virulence, de justifier qu'ils sont encore utiles. C'est plutôt l'inversement de la charge de la preuve, parce que sinon on ne s'en sort jamais en fait. Il faudrait qu'on justifie, il faut des mesures d'impact, on bouge chaque orteil et pour un financement, il faut prouver, alors même qu'on n'a pas les moyens bien évidemment de prouver ça, et puis souvent c'est de l'expérimentation. Donc vraiment inverser les choses. En écrivant les lois et la société dont on a besoin. Et après, il n'y a rien de plus efficace qu'un parlementaire qui est interpellé de la bonne manière au bon moment sur un véhicule législatif ou un momentum politique présent. Et en tant que salariés, tous, on a aussi une vocation à interpeller notre DG, le COMEX. Voilà, il y a un mouvement, effectivement, comme tu le disais, Elsa, à créer et de bénéfices. Voilà. Mais c'est vrai que les listes, moi qui fais des législations locales et qui soutient tous ces entrepreneurs sociaux qui sont complètement asphyxiés, j'aurais bien envie en fait qu'on écrive les lois dont on a besoin et que ce soit le monde d'à côté ou d'en face qui se justifie et pas l'inverse. Deux petites questions à partir de votre remarque sur on va dire un certain déficit de faire savoir dans l'action médiatique. Et c'est vrai que par rapport à vos, entre guillemets, collègues comme Terra Nova ou la Fondation Jean Jaurès, moi, il me semble qu'on vous voit moins souvent dans les médias qu'eux. Alors, les deux petites questions, c'est d'une part, est-ce que ce ne serait pas au prix d'une certaine spécialisation que vous pourriez être plus sollicité? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous vous parlez entre vous pour travailler en commun, pas forcément pour fusionner, mais pour justement essayer de coordonner vos approches, vos travaux et votre action médiatique. Merci. Tout à l'heure, vous avez cité un exemple pour je ne sais plus lequel d'entre vous, sur d'avoir visité des familles en difficulté. Moi, je connais des territoires zéro chômeur longue durée, comment ça fonctionne.
Je connais un certain nombre de choses comme ça. Franchement, s'il n'y en avait pas d'autres qui décidaient pour eux, ça tournerait super. Parce que ces gens-là, ils sont en contact avec le terrain. Les seuls en qui j'ai confiance, façon de parler, mais il faut avoir de l'instruction, c'est vrai, mais pas de l'instruction tirée du sol. Et puis surtout, il faut avoir les pieds dans la terre. Et tous ceux qui n'ont pas ça, j'ai envie de dire... Alors pourquoi on est moins visible? Oui, on a moins de moyens. Par exemple, parmi certains des think tanks que vous avez cités, ils ont des financements historiquement de cette enveloppe que j'évoquais tout à l'heure. Et certains ne sont pas prêts à la partager. Mais je trouve aussi, désolé, je vais défendre un peu ce qu'on fait, notre spécificité, je trouve aussi que ces grands think tanks font souvent des analyses intéressantes, mais ont perdu aussi un peu l'ambition dans les propositions. Là où nous, on a essayé au moins de faire bouger des lignes à plusieurs reprises. Voilà, il faut bien que je le dise. Et puis, par ailleurs, sur la question de la spécialisation, nous, on a justement vocation, et on l'a assumé, on l'a voulu dès le départ, à ne pas s'occuper que d'une chose. Alors c'est plus difficile pour nous identifier, c'est vrai, parce que c'est vrai que Bloom, on pense tout de suite à Océan, les Amis de la Terre, on va penser à autre chose, etc. Mais je crois vraiment, mais c'est une conviction très profonde, qu'à un moment, il faut faire des liens avec tout ça. Et d'ailleurs, je dirais que c'est pas pour rien aussi que ces associations-là viennent nous chercher souvent, comme Quota Climat ou comme Bloom, parce qu'on a une capacité de voir les choses dans d'autres dimensions, dans des dimensions juridiques, dans des dimensions de rédiger des propositions de loi, de faire des choses comme ça. Et d'ailleurs, et là je réponds aussi, Madame, sur la question d'associer vraiment les citoyens, les gens de terrain à ce qu'on fait, et j'en profite pour saluer Pierre Laroutourou qui est dans la salle. On va bientôt vous dévoiler un projet, on est encore en train d'y travailler, mais on va essayer de redonner véritablement et profondément la parole aux citoyens pour qu'ils puissent décider de leur avenir. Et on a un beau projet en préparation là-dessus, on vous en parlera davantage bientôt, mais on est tout à fait conscient qu'aujourd'hui il y a un problème de représentation, il y a une crise de représentation, et puis aussi il y a une proposition auquel je tiens beaucoup, je le dis à chaque fois, et qui a été travaillée par Beverley Toudi, qui va animer la table ronde institution, c'est qu'un des moyens, et ça rejoint la question de la légitimité que j'évoquais tout à l'heure, de faire rentrer le peuple, les gens de terrain dans les institutions, et c'est aussi de porter ce droit d'amendement citoyen auquel on tient beaucoup. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des citoyens, il faut décider le nombre, 50 000, 100 000 à voir, pourraient se réunir et dire voilà, on veut nous interagir, intervenir dans le processus législatif pour proposer quelque chose. Et là, les parlementaires auraient l'obligation d'analyser, de répondre à ce droit, à cet amendement citoyen qui serait porté par la collectivité. Donc je suis entièrement d'accord avec vous, il faut redonner des moyens de co-construire. Alors par contre, il ne faut pas les opposer. Moi je pense qu'il ne faut pas opposer, c'est ce que disait Bourdieu et que j'ai honteusement pompé tout à l'heure, mais il ne faut pas opposer le peuple, ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent et les intellectuels. À chaque fois que ça s'est fait dans l'histoire, on y perd, tous. Donc ça, il faut pas faire ça, mais bien sûr qu'il faut accorder beaucoup plus d'intention, d'écoute à tous ceux qui, sur le terrain, ont des expériences propres et peuvent les porter au plus haut niveau. Voilà, merci. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, madame. J'espère que vous allez me pardonner parce que vous avez commencé votre intervention en disant « je n'appartiens pas à votre monde ». En fait, ça me choque quand vous dites ça. Parce qu'en fait, a priori, on est tous au même endroit et tous du même monde. Donc, justement, arrêtons de dire les Français quand on parle des Français, parce qu'on parle de nous.
Moi, je le dis, j'essaie de le dire souvent, où les citoyens, on est tous citoyens. Après, on agit chacun à l'endroit où on travaille, où on est occupé 80% du temps. Mais la réalité, c'est que pour le coup, on est tous ensemble. Et justement, ce que vous dites est très juste quand vous parlez d'initiative de territoire zéro chômeur, qui est une politique publique qui a quand même été sacrément aussi écorchée, je dirais, par les finances publiques récemment, qui est assez magistrale dans son déploiement. Ce qui caractérise ce type d'initiative, comme celle de Franck Billot, dont je parlais tout à l'heure, comme celle d'ailleurs de 100% des initiatives qui sont soutenues par Ashoka et bien d'autres accompagnateurs de l'innovation sociale, attention, hein, on joue collectif aussi sur ces aspects-là, c'est qu'en fait, les premiers concernés par les problèmes sont ceux qui détiennent la solution à 100%. Et que souvent, la plupart du temps, ils n'ont pas de légitimité personnelle dans l'expression de cette solution. Donc notre boulot à nous, c'est de faire en sorte de créer les conditions de confiance pour que chacun puisse être entendu et justement qu'on puisse mettre les solutions en place. L'idée, c'est d'incapaciter les personnes qui subissent le problème parce qu'elles ont la plupart du temps la solution et qu'on est là pour la déployer de façon magistrale. Et je voulais aussi revenir sur un point tout à l'heure parce que tu dis qu'il ne faut pas opposer, c'est pareil. Je crois qu'il ne faut pas opposer le monde de l'entreprise au monde de la société civile, à tous ces mondes-là. Parce qu'en réalité, il y a dans chacune de ces organisations-là des hommes et des femmes qui sont des vrais agents de transformation interne sur lesquels il faut s'appuyer. Quand on travaille avec EDF, moi j'ai coutume de dire, je ne travaille pas avec EDF, je travaille avec Karine de Boissezon. En fait, c'est voilà, la directrice de l'impact d'EDF qui a une personne extrêmement engagée et qui fait bouger les lignes aussi même au sein de sa propre organisation. Donc c'est super important aussi de pouvoir nommer les gens et se dire un peu comme les envahisseurs, vous savez, cette fameuse série des années 70, bon, comme ça vous aurez une idée à peu près de mon âge, où tout le monde avait son petit doigt en l'air pour se reconnaître entre soi. En fait, c'est ça l'idée, c'est d'être en capacité de pouvoir se reconnaître. Et donc pour revenir sur le monde des entreprises, je donne un exemple tout bête. Des gens comme moi ne pourraient pas vivre et ne pourraient pas exprimer leur mission si certaines entreprises ne nous faisaient pas confiance non plus dans leur financement. Parce que tout ça, c'est une même poche. Tu parlais de monnaie tout à l'heure. C'est une histoire de savoir à quel endroit on décide de flécher aussi ces investissements. Je donne un petit exemple, parce qu'en plus, il est très cher à mon cœur et très cher aussi au déploiement qu'on fait avec Ashoka. Le Crédit Mutuel, c'est la 6e banque de France. C'est celle qui paye le plus d'impôts. C'est drôle, vous ne trouvez pas? Alors que les banques qui vous viennent à l'esprit, c'est plutôt, on va dire, BNP, on va dire, j'en sais rien, moi, Crédit Lyonnais, etc., d'autres. Parce qu'en fait, c'est une banque mutualiste. Donc, elle respecte les règles en tant que banque mutuelle. Donc, elle paye ses impôts et c'est elle qui en paye le plus en France, alors qu'elle est la 6e banque en termes d'actifs. Et c'est aussi une banque qui a décidé, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, 2 ans, je crois, de distribuer 15% de ses bénéfices dans ce qu'ils appellent un dividende sociétal, dans un grand fonds, pour pouvoir soutenir justement le déploiement des innovations sociales. Donc les entreprises, après ça dépend de la nature de leur organisation intrinsèque, parce que c'est vrai que quand on est mutualiste, on n'est pas une banque, je dirais, une société privée traditionnelle. Néanmoins, on est capable de créer ses propres normes, ses propres règles. Et quand après Bercy dit on va augmenter les impôts, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une banque qui a décidé, elle, de distribuer 15% de son dividende sociétal? Elle se dit, bon, il va bien falloir que pour payer mes impôts qui vont augmenter, est-ce que je vais piocher dans cette poche que j'avais décidé de réserver au soutien de l'innovation sociale? Eh bien, elle se dit non. Daniel Ball, son président, dit, puisque c'est comme ça, on va essayer d'augmenter notre chiffre d'affaires pour pouvoir conserver la volumétrie de ce qu'on consacre justement au soutien de l'innovation des politiques publiques dans le cadre du milieu associatif et du milieu de l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, les entreprises, elles sont une partie importante de l'équation. Encore une fois, il faut savoir avec qui on a envie de s'associer, avec qui on a envie de faire coalition, pour trouver d'abord un commun et pouvoir se déployer de cette manière-là. Et ils ont aussi à cœur de mettre en première ligne, madame, pour finir là-dessus, les premiers concernés et de faire en sorte que tous ensemble on trouve des solutions. Comme j'ai eu la chance d'y assister avec 2 journées exceptionnelles au CESE, où les citoyens sont venus verser au débat des États généraux de l'information, et j'ai jamais vu un rapport aussi bien ficelé en 2 week-ends. Même nous, les 50 experts, soi-disant les intellectuels de l'information,
qui devions donner justement ces fameuses recommandations au président de la République, je peux vous dire qu'on en a pioché pas mal dans le rapport qui avait été établi par les 100 citoyens qui s'étaient réunis 2 week-ends de suite pour justement verser au débat du paysage informationnel français. Valérie accepte fort aimablement de sacrifier sa dernière prise de parole pour qu'on puisse essayer de respecter nos délais. Alors on va dire merci vraiment beaucoup à toutes les deux pour vos interventions tellement riches et pertinentes. Merci.